On va s'intéresser à cette productivité, ce fameux indicateur de productivité. Alors, il a un avantage formidable, il existe, hein, et c'est tant mieux, car on s'aperçoit que pour les uns, finalement, c'est l'alpha et l'oméga de la croissance. Hein, c'est celui qui va prendre en charge, nous disent les plus optimistes, le vieillissement de la population, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir y faire face, la grande pauvreté dans les pays dits sous-développés, etc., etc. Pour les autres, c'est l'agent destructeur du tissu économique international, c'est le plus mauvais pilote des déséquilibres sociaux, des tensions sur les comptes publics. Bref, on a deux approches potentiellement antagonistes qui sont présentes, mais qui finalement peuvent nous conduire à nous poser plusieurs questions, dont une question centrale, la productivité. D'abord, qu'est-ce que c'est? Alors on verra en fonction des différents responsables, soit d'entreprise, soit universitaires, soit cercles de réflexion qui sont avec nous, comment on peut l'aborder, parce qu'il y a probablement plusieurs approches de la productivité, et on verra aussi si, in fine, c'est le diable ou l'ange salvateur, puisque l'économie, hein, c'est comme la vie, hein, c'est jamais binaire, donc on va s'interroger, est-ce que cet indicateur, on va lui tresser des louanges, est-ce qu'on va lui faire la peau, ou est-ce que tout simplement on va se poser une question peut-être qui est pas très souvent mise sur la table, est-ce que l'indicateur de productivité, ce n'est pas le masque qui occulte simplement notre manque d'imagination dans l'invention d'autres règles du jeu économique et social, où le taux de productivité ne serait plus qu'un ingrédient, comme un ensemble beaucoup plus large. Alors, on a aujourd'hui une séquence assez exceptionnelle, puisqu'on a la chance d'avoir Maxime Augussot, qui est un étudiant, c'est un diplômé. Bonjour. Maxime est là. Oui. Je vous le présente en 2 mots parce que Maxime est un de mes chouchous. Donc, Maxime est diplômé de Sciences Po et il est actuellement en apprentissage pour devenir boulanger. Alors, donc, je tiens à préciser que j'ai eu le CAP. J'ai eu les résultats. Ah, c'est vrai, hier, ça y est, c'est fait. Bon, on s'est battu. Bravo. Bravo, Maxime. Voilà. On s'interrogeait quand on a commencé à préparer cette session, ce n'était pas encore calé, et bien c'est fait. Donc voilà, vous avez avec Maxime l'assurance d'avoir un pain qui réfléchit. Donc je vous encourage, donc je ne sais pas où il va s'installer, mais je pense qu'il va faire le meilleur boulot du monde. Donc c'est Maxime qui a travaillé sur ce concept de productivité, et c'est lui qui va nous donner la structure de sa réflexion, et c'est très intéressant, d'un jeune étudiant qui est dans la vie active, qui se lève le matin pour enfourner pendant son stage de CAP à 4 heures les brioches que nous dégustons, et il va nous dire qu'est-ce que c'est que la productivité. Lui, c'est ce que c'est quand il faut mettre 150 pains dans le four le matin et pas 125, parce que sinon le patron n'est pas tellement content. Donc Maxime, à toi de jouer. Merci. Alors, pour commencer, je voudrais donc poser le débat en rappelant que depuis 60 ans, la productivité n'a cessé de progresser. Cependant, au tournant du XXIe siècle, une prise de conscience des enjeux environnementaux, sociaux, a apporté une relecture plus critique des politiques publiques qui avaient fait de la productivité leur seul et unique but. Alors, si on regarde dans le passé, certes, les hausses de productivité ont permis aux pays de se reconstruire après la guerre, puis de s'enrichir, et à d'autres de sortir de la pauvreté. Néanmoins, tout cela s'est fait donc au détriment des équilibres environnementaux. De plus, le développement économique, comme on l'a constaté, est rythmé de crises et donc d'un lot de drames sociaux. Et enfin, il s'accompagne d'un renforcement des tensions sociales dû à un mauvais partage des richesses. Tout cela dans un contexte budgétaire serré et la plupart du temps déficitaire. Alors, comme le rappelle M. Christian Menanto, avant de faire du concept de productivité le responsable ou la solution à tous nos maux, il convient de voir que c'est d'abord un indicateur derrière lequel se cachent des problématiques bien plus complexes. Pour cadrer le sujet vraiment très académiquement, je rappelle selon l'INSEE que la productivité est définie comme un rapport en volume entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir. Voilà, maintenant que c'est clair, je vais essayer de cadrer le sujet en abordant des thèmes liés à ce sujet et les problématiques afférentes. La première d'entre elles est que la productivité est un rapport. Donc la hausse de productivité peut s'apparenter à faire mieux avec moins et donc une amélioration du processus de production. Alors oui, la productivité dans ce cas-là est absolument nécessaire pour faire face à différents défis à venir. Celui du vieillissement de la population dans nos sociétés développées,
La hausse de la productivité aussi nécessaire, mais pas suffisante pour accompagner la transition écologique de notre modèle économique. Enfin, pour répondre aux défis de développement des économies émergentes, où la productivité passe notamment par des dépenses d'infrastructures, des hausses de productivité sont nécessaires pour sortir des populations entières de la pauvreté. Deuxième thème, j'espère qu'on verra comment est vécue la quête de productivité et donc une recherche de l'augmentation de la productivité au sein des entreprises et des administrations et à l'échelle des individus. Alors toujours plus de productivité, pour certaines personnes, cela s'apparente à un synonyme de toujours plus de rentabilité. On l'a constaté avec la délocalisation de l'usine Whirlpool d'Amiens par exemple. Et est-ce que toujours plus de productivité serait pas toujours plus vécu comme toujours plus de contraintes et serait donc contradictoire avec les principes de bien-être au travail? Troisième thème, je parlerai donc de la question de la répartition des gains de productivité, car c'est primordial. Aujourd'hui, le capital est mieux rémunéré que le travail et les richesses sont, à mon sens, trop concentrées. Ça entraîne des déséquilibres d'abord sociétaux, car la classe moyenne ont tendance à se raréfier, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Joseph Stiglitz dans Le Prix de l'inégalité. Ça entraîne également des déséquilibres macroéconomiques importants, car le travail étant bon marché, on n'investit plus assez dans un contexte et on se contente d'exploiter la main-d'œuvre bon marché des pays émergents, justement. Alors il est urgent d'imposer une meilleure répartition des gains de productivité, si on en fait toujours plus, et ce rôle est celui des pouvoirs publics, mais aussi des syndicats. À ce titre, Diamond Silver est là pour en parler. Un autre thème, on a constaté que la quête effrénée de gains de productivité a mené vers des désastres environnementaux. L'exemple du plastique qui a forcément baissé les coûts des emballages alimentaires, mais qui aujourd'hui pollue tous les océans. Ça a entraîné aussi des désastres sociaux, donc j'ai parlé des délocalisations, c'est on va dire des conséquences directes de la division internationale du travail, mais il y a des conséquences indirectes liées par exemple à la perte des savoir-faire ancestraux. Et là je prêche pour ma paroisse, puisque je suis boulanger et après avoir fait des études, on va dire, hautes, j'ai tourné le dos à tout ça et je reviens vers un métier qui, pour moi, a plus de sens. Enfin, la productivité, je voudrais souligner que la productivité est intrinsèquement liée à la législation et aux aléas conjoncturels. En effet, la législation d'abord, car les règles qui définissent un marché délimitent aussi les champs potentiels de gains de productivité. L'exemple de Nicolas Hulot qui a annoncé que d'ici 2040, il souhaitait bannir les voitures à moteur thermique, ça pourrait créer donc un choc de productivité et des efforts importants en recherche et développement. Et les aléas conjoncturels ensuite, car ils perturbent la notion de productivité sur le temps long. Car en effet, en fonction des changements du prix du pétrole, par exemple, des dépenses en recherche et développement sont plus ou moins maintenues ou pas. Enfin, dernier thème, on pourrait s'interroger sur la corrélation entre productivité et baisse du temps de travail. Donc, dans le contexte de robotisation, d'intelligence artificielle et d'usine 4.0, le travail peu qualifié tend à disparaître, ce qui entraîne une hausse du chômage pour les salariés non qualifiés. Alors, comment gérer cette transition? Comment sécuriser les parcours et faire accepter donc des gains de productivité par une population qui parfois s'en trouve exclue. Je vous remercie et bonne séance. Merci Maxime. On va donc, comme on vous l'avait promis au début de cette session, on va rentrer et on va probablement être un peu plus spécifique à chaque fois sur les concepts de productivité que Maxime a très largement développés. On a vu qu'il y avait plusieurs entrées potentielles. Alors on va rentrer, puisque ça a été évoqué avec les problèmes de moteurs thermiques, M. Hulot, etc. Donc on va rentrer par la case transport. Et on a de la chance, on a M. Thierry Mallet, donc, qui dirige Transdev, qui est là. Et donc on va voir. Alors, le transport, c'est un facteur très intéressant de réflexion, puisque c'est un acteur public en réalité, même s'il peut être privé en tant que statut juridique de société, mais il dépend aussi des autorités, il dépend du régulateur, qui peuvent freiner finalement de potentiels gains
de productivité. Alors comment est-ce qu'on gagne en productivité et comment on marie qualité de service et productivité sans être pénalisé quand on a tout un canevas autour de soi? Merci. Je vais illustrer maintenant le thème de la productivité au travers des transports, et notamment des transports publics. Pour une entreprise de transport public comme Transdev, la productivité, c'est une obligation, j'allais dire, quotidienne, parce que nous dépendons effectivement du prix que vont payer les passagers, de subventions des collectivités locales. Donc pour nous, faire des efforts de productivité, on en fait tous les jours, et c'est le but d'ailleurs de notre innovation. Et je vais vous donner un exemple, c'est que les efforts de productivité nous ont permis aujourd'hui, pour la ville d'Eindhoven, aux Pays-Bas, de passer d'une flotte qui était historiquement avec des bus classiques à 200 bus totalement électriques pour le même coût pour les usagers et pour la ville. Ça, c'est un effort de productivité dont d'ailleurs le bénéfice va auprès de la collectivité locale et des usagers. Et ça, c'est de la productivité en continu. La productivité, elle est effectivement profitable dans la mesure où elle a un sens. Si je reviens au thème de la ville, et le thème de la ville et le thème du transport sont des thèmes très très liés. On a conçu nos villes parce qu'on les a conçues en fonction des moyens de transport disponibles. On a démarré avec la marche, puis ça a été le cheval, puis ça a été les chars à bœufs, puis ça a été le train, le tram, et puis la voiture. Et comme la voiture nous a donné la capacité à faire des villes qui étaient plus vite, plus grandes, plus étendues, eh bien, on a fait des villes plus grandes, plus étendues. Et effectivement, aujourd'hui, on est derrière, d'ailleurs, à courir pour pouvoir justement équiper et puis organiser les transports dans ces villes. Si je prends l'exemple d'Artmund-Rosa, ce qu'on a fait, en fait, comme on pouvait le faire, eh bien, nous l'avons fait, sans se poser de questions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces villes qui sont étendues, ces villes qui partagent, ces villes qui séparent, qui spécialisent les activités, ne sont pas forcément des villes heureuses. C'est des villes dans lesquelles on voit exploser les encombrements. Si je prends la région parisienne, c'est pour les automobilistes près de 90 heures par an d'encombrement. C'est plus 12 heures par rapport à 2015, en 2016. C'est également une qualité de l'air qui s'est dégradée. Dans 8 habitants sur 10 en milieu urbain, plusieurs fois dans l'année, il a une qualité d'air qui est en dessous des normes. Et on voit bien qu'il y a un aspect externalité négative, c'est-à-dire qu'on a bénéficié de la voiture, on a construit des villes étendues, et on n'a pas forcément maîtrisé les externalités négatives. Aujourd'hui, on est en train justement de retravailler sur ce qui va être la ville durable et les transports durables. La ville durable, d'ailleurs, on revient à des concepts pas de plus grand, pas de plus large, pas de plus rapide, mais on vient des concepts de proximité, de plus près. On veut des quartiers qui soient équilibrés, des quartiers qui soient mixtes, des quartiers qui mélangent. On veut la capacité d'avoir des accès faciles à des services. C'est le logement, c'est l'éducation, c'est la santé. Et cette logique, on va la retrouver également dans le domaine des transports, cette proximité, cette logique d'autonomie. On va la retrouver au cours d'idées, aujourd'hui par exemple, de ne pas simplement s'intéresser aux transports, mais aux personnes qu'on transporte. Se dire que les gens ne prennent pas les transports publics simplement pour le plaisir de prendre les transports publics. Ils le prennent parce qu'ils ont un but, ils vont chez le médecin, ils vont voir quelqu'un. Donc il est important de s'occuper de l'expérience du passager dans ce transport. De se dire que c'est peut-être plus important de passer 20 minutes dans de bonnes conditions, où le temps n'est pas perdu, où vous pouvez lire, vous pouvez travailler, vous pouvez vous reposer, plutôt que 10 minutes compressées dans un bus qui sont 10 minutes perdues. Donc on passe de la logique de temps perdu au temps utile. Autre exemple, on va s'occuper du premier et du dernier kilomètre, c'est-à-dire qu'on va s'occuper chez Transdev de les gens, ils arrivent dans les transports publics, comment ils sont venus, comment on les accompagne, comment on va desservir demain également les desserts de mobilité. Aujourd'hui, le transport public n'est pas forcément un service public partout, puisque si vous n'avez pas le transport à proximité de chez vous, vous n'avez pas le transport. Il faut prendre la voiture. Donc comment on va traiter ces territoires et cette proximité pour s'assurer que tout le monde est inclus, parce qu'il faut oublier que les transports publics, c'est effectivement un facteur de cohésion sociale et d'intégration sociale. Et on sait bien que la ville de demain, c'est une ville intégrée. La sécurité, ce sentiment d'appartenance, il va fonctionner également avec cette cohésion et cette appartenance. Et donc, on va travailler également sur les transports du quotidien. C'était un discours qui a été évoqué la semaine dernière. Les transports du quotidien, ça veut dire s'occuper, par exemple, des TER et des bus qui transportent des millions de personnes plutôt que les transports exceptionnels. Et donc, effectivement, on est effectivement dans une anticipation. Autre chose qu'on va anticiper dans le domaine des transports et qui est probablement une rupture extrêmement importante, c'est la rupture des véhicules autonomes. Avec le véhicule autonome, on va passer effectivement, on va redonner du temps aux automobilistes, mais on va complètement également chambouler des modèles. Aujourd'hui, Transdev, c'est 83 000 employés, 65 000 chauffeurs. Qu'est-ce que deviennent les chauffeurs demain? Quelles missions ils accompagnent? Donc, il est important dans le domaine de la productivité, qui nous fait progresser, j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'Eindhoven, qu'elle ait un sens, qu'elle soit accompagnée. Et pour moi, cette productivité, elle doit effectivement être dirigée.
Et il y a 2 conditions pour que la productivité fonctionne. Le premier, c'est celle d'un contrat social qui permette de l'accompagner et de l'anticiper. Il ne faut pas qu'avec cette productivité qui accélère, avant les changements, ils étaient sur plusieurs générations. Et puis au début du XXe siècle, on est passé sur un changement par génération. Maintenant, les changements, les technologies sont intragénérationnels. Il y en a plusieurs dans une carrière. Comment faire en sorte qu'une partie de la population ne devienne pas, j'utilise le mot volontairement, obsolète, totalement décalé, totalement en dehors du circuit. Et c'est important qu'on puisse les accompagner. Et c'est d'ailleurs le travail qu'on commence à faire chez Transdev sur le thème des chauffeurs. On travaille d'un côté sur la technologie avec Renault-Nissan sur les voitures autonomes et sur leur évolution. Le deuxième élément, c'est de se donner le temps. Dans le domaine de la productivité, c'est bien d'innover, c'est bien d'inventer. Il faut aller sur le terrain, il faut mesurer également les externalités négatives. Il faut se donner le temps de tester, d'essayer, et puis éventuellement de changer de route si on s'est trompé. Parce qu'il faut admettre qu'on peut se tromper aussi. Et on s'est trompé d'ailleurs dans les villes du passé. En les faisant trop grandes, il faut accepter de les refaire plus petites et de revoir notre conception de certaines villes. Il faut se donner le temps, et c'est d'ailleurs le sens de quand Talleyrand disait « doucement, je suis pressé ». Je pense qu'on est très très pressé, que ça accélère, et il faut prendre le temps justement. Le temps de mesurer, et le temps pas simplement de faire parce qu'on peut faire. Voilà, merci. Merci Thierry. Eh bien, nous, on va continuer de prendre le temps d'explorer ce concept de productivité, toujours plus de productivité. Et on va voir avec vous, Madame Cohen de Bilbao, vous êtes la patronne de General Electric France. C'est une entreprise qu'on connaît bien dans ce pays. Elle fait souvent la une de l'actualité. Ça fait plus de 100 ans, je crois, que vous êtes implanté sur le territoire national. Alors, il y a une histoire avec des hauts et des bas. Alors, comment une entreprise comme la vôtre trouve ces fameux gains de productivité dont on parle un peu partout, autre que, bien sûr, le fameux facteur financier. Aujourd'hui, l'argent est quasi gratuit, donc on ne va pas s'étendre sur cet intrant. Mais comment est-ce qu'on fait? On fait du re-engineering, on passe la formation des salariés, on fait des transformations de produits, on ferme des unités de production. Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on aborde ce concept de productivité chez GE quand on a des responsabilités en France? Bon, tout d'abord, bonjour. Donc, alors effectivement, moi je suis responsable de General Electric en France. On couvre beaucoup d'activités industrielles, 16 000 salariés en France. Et je dois dire que la productivité telle qu'elle est traditionnellement définie, c'est-à-dire produire plus avec moins, n'est pas, ou en tout cas n'est plus un enjeu pour nous. Et du reste, si l'on s'en tient au territoire français, puisque vous parlez de la France, on se rend bien compte que pour la France non plus, c'est plus forcément un enjeu, puisque les Français sont parmi les plus productifs au monde, au 7e rang selon les études de l'OCDE, juste devant l'Allemagne. Donc on comprend bien que ce n'est pas la productivité qui est la réelle question, mais il s'agit bien de produire mieux. Et produire mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut produire plus parce qu'il y a un besoin de croissance, parce qu'on sera 9 milliards d'habitants sur la planète d'ici 2050. Il y a encore 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, donc il y a ce besoin de croissance. Et en même temps, il faut produire mieux parce qu'on ne peut plus produire sans partager les gains de cette productivité. Alors, on fait comment? Quels sont les facteurs qu'on est en train de regarder et qu'il faut regarder et qui sont les véritables enjeux? C'est d'une part, nous on pense que l'innovation est un facteur important et va permettre d'accompagner sereinement ce besoin de productivité, à savoir pouvoir accompagner les mutations technologiques qui sont très très rapides. Donc c'est la capacité à innover rapidement, à s'adapter au marché, aux besoins de croissance, qui va faire que demain on va pouvoir gagner en productivité tout en ayant une croissance équitable. Il y a aussi un facteur évidemment de flexibilité qui est important. Dans nos usines, aujourd'hui, ce n'est pas tant de produire plus, mais c'est de pouvoir être agile. Donc on parle certains d'industrie du futur, d'usine 4.0. La réalité, c'est qu'il faut pouvoir s'adapter très rapidement à des mutations technologiques qui sont de plus en plus rapides et qui on le voit, se sont accélérées. Donc ça nous amène à parler d'innovation technologique, et nous on voit deux grandes tendances qui sont très importantes et qui vont permettre justement de regagner l'industrialisation au niveau de la France en tout cas, de pouvoir réindustrialiser le pays, de créer aussi de nouvelles opportunités pour cette industrie-là. C'est d'une part la digitalisation de l'économie. Donc on se rend compte que grâce au big data et à une meilleure gestion des données, aujourd'hui on est capable d'être plus efficace, de la conception à la production, au service. Et on peut générer des gains de productivité dans tous les secteurs d'activité. Chaque fois qu'on attaque un secteur d'activité, c'est entre 10 et 30% de gains de productivité qu'on peut générer. Et puis en même temps, on peut passer à une production plus individuelle, parce qu'on était sur une production de masse
qui a été générée par des économies d'échelle à une production plus individualisée, compétitive, et qui cette fois-ci est basée sur la technologie. Donc c'est bien l'ampleur du changement. Et puis je voudrais parler de l'impression 3D, parce que quand on parle d'impression 3D, on parle souvent du facteur, dans la productivité, on va souvent parler du facteur coût de travail comme d'un élément important. En fait, on se rend compte qu'à l'impression 3D, la localisation n'est plus un facteur important, puisqu'on peut produire n'importe où des composants à haute valeur ajoutée, et ça indépendamment du coût du travail. Donc c'est une formidable opportunité aussi pour recréer des activités industrielles dans nos pays et dans notre pays, et c'est une opportunité de croissance. Et en même temps, une opportunité de croissance équitable, parce que c'est ça qui est important aussi. Plus personne ne veut d'une croissance qui va détruire la planète. Donc je prends juste l'impression 3D parce que je pense que c'est intéressant. Parce que vous produisez sur place, vous avez beaucoup moins de transport, de logistique, donc forcément moins de consommation d'énergie. La technologie même qui fait que vous ajoutez au lieu de soustraire fait que vous allez avoir beaucoup moins de déchets. Donc on voit bien qu'on peut avoir une production plus équitable, localisée aux endroits où on a envie de la localiser et qui a un impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'est la croyance que la technologie est aussi importante dans notre économie pour établir la productivité. Et je voudrais simplement finir sur un point, puisque je vois qu'il me reste 2 minutes, mais je pense que c'est important, c'est que rien de tout ça ne peut fonctionner si on ne peut pas remettre l'homme au cœur du système de production. Et on se rend bien compte que nos entreprises ont eu quand même, au cours des dernières années, n'ont pas toujours su accompagner correctement ces mutations technologiques, ni la globalisation du reste, puisqu'il est forcé de constater qu'on a laissé des gens au bord de la route. Et donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le rôle des gouvernements, des syndicats, nous on pense que les industries ont un rôle à jouer et qu'elles deviennent un acteur principal, et on s'en rend compte aujourd'hui, pour changer ça. Acteur principal parce que c'est à nous aussi de former et de s'adapter pour pouvoir recruter dans des environnements où on ne trouve pas forcément de salariés. Je voudrais juste donner un exemple pour illustrer. On est beaucoup dans le secteur des renouvelables, on a beaucoup de mal à trouver des gens qualifiés. Dans notre usine de Saint-Nazaire, on a fait un partenariat avec Pôle emploi et avec des agences d'intérim, et on a recruté alors essentiellement des femmes qui venaient de tas de milieux mais qui n'étaient pas formées. On les a formées à construire des éoliennes. Donc c'est possible, et ça veut dire que le rôle des industriels devient de plus en plus important pour recruter, mais aussi pour accompagner nos propres salariés. Je suppose que dans le débat, on pourra en parler plus amplement. Et je voudrais juste terminer, parce que vous me faites signe, sur quelque chose que je pense qui est important là de tout ça, de la technologie, de replacer le rôle de l'industrie dans l'accompagnement des salariés, c'est la confiance, qui est ce fameux facteur invisible que Kenneth Arrow décrivait comme en fait, le régisseur de l'économie. Mais la confiance des consommateurs à consommer, des investisseurs à investir, c'est très important dans un pays. Et c'est très important pour les industriels pour continuer à investir. Alors évidemment, c'est difficilement mesurable, mais ça reste néanmoins un facteur qui est capital, je pense, pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Ça tombe bien parce qu'il semblerait, merci beaucoup, ça tombe bien parce qu'il tout indique avec quelques bémols bien sûr, mais que le climat de confiance est en train de remonter un petit peu partout en Europe, et en particulier dans un pays qui était un tout petit peu stressé comme le nôtre, pour ne pas dire neurasthénique, depuis quelques générations. Donc ça va beaucoup mieux, et c'est grâce probablement à la nouvelle génération qui est en train de nous secouer un petit peu, et c'est très bien comme ça. Alors, ce qu'il faut aussi probablement en tout cas secouer, ce sont les voies et les moyens très classiques d'obtenir des gains de productivité dans certaines institutions, et on pense par exemple, et ça a été un exemple qui a beaucoup occupé à la fois les observateurs et les analystes pendant longtemps, c'est les ports, et en particulier certains ports français. Alors on est assez là privilégié, puisque Madame Christine Cabot-Vorel dirige le port de Marseille-Fos. Je souligne que c'est l'unique directrice d'un grand port à la fois en France. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en Europe. Il y en a à l'étranger, mais elles sont moins fortes qu'elle, m'a-t-on dit. Donc, voilà. Donc, et elle a cette responsabilité de, évidemment, faire monter en productivité une institution qu'on connaît tous, Marseille, et qui n'a pas, il faut le reconnaître honnêtement, qui n'a pas eu la réputation d'être le port le plus productif du monde pendant très longtemps. Alors, comment fait-on pour, justement, faire remonter cette productivité ?
Bonjour, mesdames et messieurs. Effectivement, je vais vous parler de productivité avec un prisme d'économie maritime et puis un prisme d'infrastructure. Juste pour un peu caler le tableau, en 1970, le premier port du monde en conteneurs, c'était le port de New York. Et il traitait 970 000 conteneurs par an. En 2015, le premier port du monde, c'est le port de Shanghai, et il traite 36 millions de conteneurs par an. Il y a 122 ports millionnaires en TEU dans le monde. Il y a 13 ports qui traitent plus de 10 millions de conteneurs par an dans le monde. Et l'opération globale qui est manipulée en conteneurs dans le monde, c'est 575 millions de conteneurs, dont 357 millions en Asie et 76 millions en Europe, qui est la deuxième région après l'Asie. Alors tout ça pour vous dire que les ports en connaissent un rayon sur la productivité et le problème de l'adéquation de la productivité et des infrastructures. On peut également regarder cette problématique de productivité portuaire et de l'économie maritime par le prisme de la productivité chez les armateurs, au gré des concentrations successives, des alliances, où l'évolution est encore plus rapide, avec peu ou pas d'alliances de grands porte-conteneurs en 2010, puis 6 méga-alliances en 2012, 4 méga-alliances en 2015 et 3 méga-alliances en 2017. Vous connaissez les plus grands transporteurs en conteneurs du monde. Le premier, c'est Maersk, qui est un Danois, avec une capacité statique de 3,4 millions de TEU de capacité navale, MSC 3 millions, et CMA CGM, dont le siège est ici dans la région à Marseille, avec 2,3 millions de conteneurs. Il est intéressant de constater que les 5 premiers plus grands armateurs du monde, 4 d'entre eux sont européens. Voilà, donc globalement, le théâtre de la productivité en économie maritime. En 2008, un très grand porte-conteneur faisait 9 000 TEU. La jauge 2017 est à 20 000. Donc la productivité en matière d'économie portuaire et en matière d'économie maritime nous pousse toujours plus loin, toujours plus avant. Et on va voir que peut-être il y a certaines limites à cette productivité. Alors en 2010, avec l'augmentation, la forte hausse du prix du fioul, un nouveau phénomène est apparu avec une tendance qui ne disparaîtra plus. C'est le fait que les navires doivent passer le moins de temps possible dans les ports afin de pouvoir faire les traversées maritimes à ce que les armateurs appellent maintenant le EcoSpeed, vitesse économique, qui leur permet de faire tourner leur méga-moteur avec la meilleure ergonomie possible, c'est-à-dire en consommant le moins possible. Donc, je demande une productivité de plus en plus grande dans les ports pour pouvoir ralentir entre les ports et pouvoir être dans une consommation la plus basse possible en matière de fuel. Et ceci a un impact sur le transit time des marchandises, ceci a un impact sur le lead time des importateurs et des exportateurs, mais nous y reviendrons. Alors pour servir ces clients exigeants, les ports, incluant celui de Marseille, ont mis en place toute une série d'indicateurs de performance. Temps d'attente moyen de prise de pilote à l'arrivée à l'entrée du port, temps de manœuvre jusqu'à la mise à quai du navire, productivité au portique, nombre de portiques par navire, puis viennent les éléments de productivité à terre, parce que la bagarre des ports, c'est à terre qu'elle se gagne, temps de rotation des camions dans le terminal, temps de chargement des trains, temps de chargement des barges, temps moyen des formalités douanières électroniques. À noter qu'en France, c'est 4 minutes, c'est quand même pas mal. Et donc, ces indicateurs, ils doivent être efficaces et ils doivent montrer que la chaîne fonctionne avec la plus grande fluidité possible, et nous y sommes très attentifs. Cette productivité de la marchandise, on la décline évidemment aussi sur les croisières, avec ces méga-navires qui embarquent 6000 croisiéristes. Mais ce modèle, aujourd'hui, de productivité, il a tendance, et notamment en Europe, à s'essouffler. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en Europe, 76 millions de TEU sont traités annuellement. 50 millions de ces conteneurs sont traités dans les ports du Nord. Et sur ces 50 millions de conteneurs qui sont traités dans le port du Nord, plus de 30 sont traités sur 3 ports, qui sont Hambourg, Anvers et Rotterdam. Et là, on se rend compte que ce continent européen qui dispose de 2 façades maritimes efficaces et bien reliées, finalement, en utilise une seule, en mode IPRA consolidé. Et ce modèle s'essouffle parce que les modes de transport terrestre, nos infrastructures qui assurent le passage des conteneurs, autoroutes, réseaux ferroviaires, disponibilité de wagons, de sillons,
ne sont pas duplicables indéfiniment et la congestion terrestre s'accentue, engendrant retard, surcoût et pénalisant in fine la compétitivité européenne. Et là, on se rend compte que la concentration des volumes, qui alimente la productivité jusqu'à une certaine limite, atteint peut-être son point d'inflexion et que le big n'est plus si beautiful que ça. Et donc, il faut trouver des moyens de mettre en place des alternatives, d'autres routes et faire prendre conscience que les flux, il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller de A à B en transport et que la façade sud-européenne et une combinaison différente entre trajet maritime et trajet terrestre doit être pensée différemment. Alors moi, je voudrais dire aujourd'hui que nous avons aussi une responsabilité en termes de transport sur la problématique de l'empreinte carbone et que donc, si big n'est plus si beautiful que ça, peut-être que ce qui est beautiful maintenant, c'est d'être smart et que plutôt que de parler de productivité, j'aimerais que nous rentrions dans l'ère de la réactivité intelligente. Qu'est-ce que c'est qu'un smart port? On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est un concept très concret et je pourrais vous l'expliquer peut-être un peu plus tard. Ah ben on est impatient, on y reviendra certainement. Un smart port. On a tous des... Voilà, on a des smartphones et maintenant on aura des smart ports. Voilà. C'est un peu plus grand, un peu plus difficile à mettre dans la poche, mais on va s'y coller tout à l'heure. Alors, on vient, à travers ce que vient de nous dire Christine, de voir que, un, il faut penser la productivité différemment, deux, qu'il y a une chaîne absolument discontinue d'acteurs dont les intérêts sont parfois, évidemment, et c'est très naturel, pas toujours convergents. Et donc, ça pose plusieurs questions. Et Damon Silver, qui est avec nous et qui s'occupe et qui réfléchit pour le compte de l'AFL-CIO, c'est un très grand regroupement de syndicats américains. Il y a 55 syndicats à l'AFL-CIO. Il y a près de 13 millions de salariés américains qui sont ses affiliés. Et il réfléchit à justement ce paradoxe de la productivité. Alors, il rejoint probablement l'économiste Solow. On voit les ordinateurs, mais pour l'instant, on voit moins la productivité. Et donc, comment est-ce qu'on peut penser, Damon, différemment la productivité aujourd'hui? Go ahead. Merci. Je suis désolé, je ne parle pas français, so you're going to have to listen to me in English, and I apologize for that. Christian talked about paradox, and I'm going to talk about several paradoxes of productivity. Let me be clear, of course, that I speak for the American labor movement. I do not claim to speak for the French labor movement. They speak for themselves. The first thing I think it's really, we are very fortunate to have heard from my colleagues on this panel, because I think if you listen in detail to what you've heard from both the transport sector, the manufacturing sector, and the maritime sector, you have heard already in detail what I'm about to talk to you about in generality. All right. So let me begin with this. The productivity is a ratio, as our friend Maxime said. And it's very important to understand that most of the time when we talk about productivity, we're having a conversation about labor productivity. Now, there's other kinds of productivity. There's productivity of energy use, and productivity can be measured in relation to all sorts of factors of production. But the politically hot topic is labor productivity. And there's a fundamental misunderstanding about what it is. And it creates a lot of difficulties in the conversation. It has nothing to do with compensation. It's the ratio of output to hours worked. So if you move a factory from a developed country to a developing country and cut the wages by 90%, and you use the same technology and the same production processes, there has been no productivity impact whatsoever. Similarly, if you cut the wages of employees in a factory in half and leave the factory in place, and you use the same technology, the same production processes, there is no productivity impact whatsoever. You simply impoverish people. The only productivity impact you have, which I'm about to go into in some detail, is you have put one more brick in the wall of obstacles to actually increasing productivity. Because the ability to increase productivity over time depends upon having an overall economic system that enables investment in the productivity of your workforce.
And as I'm about to explain, when you impoverish your workforce, you fundamentally undermine the preconditions for productivity. Now, what I'm saying, you should clearly understand something. It is the view of the American labor movement that productivity is not only good, it is indispensable. Productivity gains through improved technology fundamentally, underlie the improvement in the living standards of working people over the last several hundred years, but also must continue and must accelerate if we are going to be able to address the fundamental challenges the world faces around issues as inequality, climate, etc. And this is particularly important for developed countries. This is particularly important for France, for the United States, for countries that seek to maintain a broad-based prosperity in a world of global competition. There is no way for our societies to do that unless we accelerate productivity growth. Now, we heard earlier in this conference from Professor Barry Eichengreen, who is the primary expert on the problem of secular stagnation. He spoke at an earlier panel on that subject. His presentation, I think, conclusively showed that the roots of secular stagnation are the failure to deploy technological innovation in our production processes. This is a productivity problem. And the question we have to ask is, we have the innovation, why is it not being deployed? He pointed out that only, of all the major economies in the world, only India and Indonesia are showing sustained productivity growth at historic levels. And the reason for this, fundamentally, is that when you look at, the secular decline in business investment, particularly in the more neoliberal societies, in the United States, this decline has been dramatic since 1980. All the kind of myth that you hear about Silicon Valley cannot hide the fact that business investment in the United States has fallen since 1980 and shows no sign of recovery and has fallen further since the crisis. Secondly, that public investment has fallen to levels far below that of the post-war era. We just heard, by the way, the consequence of that in terms of the productivity of French ports. It's much more severe in the United States, where the public investment deficit is building to in excess of $4 to $5 trillion. By the way, that's trillion, if the translator didn't get that right. Trillion, not billion. Now, why has this happened? There is no way, I think, particularly in the aftermath of the financial crisis, not to see that the roots of both the decline in business investment and the decline in public investment lie in the economic myths of neoliberalism. In relation to business investment, this has to do with essentially the financialization of our major economic enterprises and the inability of those enterprises to sustain essentially the capital investment needed to make their workers more productive. And the fact that downward pressures on wages, essentially politically driven downward pressures on wages, have made it actually irrational to invest. Why invest in expensive equipment? Why invest in expensive equipment when you can hire cheap workers? Second, and that's why I said a moment or two ago that when you cut wages in half, you're not affecting productivity at all, except systematically you're undermining it. In relation to public investment, the problem is essentially the completely mistaken belief that somehow financial markets will provide public investment, right? When there's absolutely no evidence that they will do so, and where the devotion of politicians, the media, and academics to that proposition has simply led to the collapse of competitiveness and productivity in the societies that embrace it. France does not embrace this idea as profoundly as the United States does. I think your infrastructure deficit is still measured in billions of euros. Ours is measured in trillions. The size of your infrastructure deficit is a measurement of how stupidly you embrace neoliberalism. And it is also a measurement of how much danger you are in as a society, and we are in more danger than you are, of fundamentally falling behind in a global competitive environment. And so the question that we have to address here is, how do we build the social consensus and the public policies? How do you build the political economy for actually driving the kinds of productivity increases that we need through both public and private sector investment, and by relinking productivity gains to wage growth?
If you can't link productivity gains to wage growth, then you can't build the public support for the investments you must make. And that is the true challenge of productivity today. Thank you. Thank you, Damon. Notre ami Damon nous pose plusieurs questions, hein, dont une essentielle évoquée à la fin de son propos. Pourquoi investir dans le cœur de la productivité, c'est-à-dire dans cette amélioration continue de la technologie et son insertion dans le process productif, si on a la possibilité d'écraser les salaires. Et ça pose finalement une question à laquelle Robert Atkinson a beaucoup réfléchi lui aussi, c'est celui du partage des gains de productivité. Est-ce que aujourd'hui on voit bien qu'il y a un déséquilibre dans le partage des gains de productivité, mais la question qui se pose désormais, et elle est juste devant nous, c'est comment est-ce que cette affaire-là va tourner quand on imagine la robotisation à grande échelle de nos espaces industriels, l'introduction de l'intelligence artificielle dans les services. Bref, est-ce que ces salariés déjà un tout petit peu mis sous les ténoirs vont en plus devoir courir après une robotisation, après des machines? Donc, est-ce que la balance est en faveur à ce point des machines et de l'intelligence artificielle? On va voir ce qu'en pense Robert. Bob? Okay, thank you, Christian. It's a nice pleasure to be here. I'm like my colleague Damon, I don't speak French, although my wife is a fluent French speaker, but she's unfortunately out at some art museum today rather than being here. I don't know why. So I run a think tank in Washington, ITIF, ITIF.org. We focus on innovation and productivity. I'm glad Damon went ahead of me because he saved me from defining productivity. It's a simple measure, output per unit of input. The question on this panel is, do we need more productivity? I could just stop right now because the answer is yes. I could also stop by saying I agree with 99.9% of what Damon just said. So, but I won't stop because I came all this way and we'll talk for 6 minutes. I don't think this is a complex issue. I think it's a very simple issue. We need more productivity. There will become a time when this will become a moot issue, and that will probably be about 400 years from now when we can earn 500,000 euros a year by working 5 hours a week. That's how long it's going to take, by the way, at current rates of productivity to get to that level, the level I want to live right now. Unfortunately, I can't. I think this is a particular problem for France. If you look at the period of 1975 to 1995, France essentially was closing the gap with the United States on productivity. The US was more productive, but each year France was closing that gap. From 1995 to 2014, which is the last year I looked at, that gap has reopened every single year. France has been losing ground on output per worker hour relative to the United States. To me, that bodes a crisis. And yet what I hear in France often is, well, we're not doing that well on it. Why don't we just reject the entire concept? Then we don't have to worry about not doing well. A little bit like losing in what you call football. Have a terrible team, we'll just pretend we don't care about football anymore. I think that would be a huge mistake. As Damon said, you can't be a competitively global economy without productivity. And you can't increase standards of living. I wish I had 25,000 euros with me for my little experiment here, but I don't. I have 25 euros, which is actually the last euros I have left on this trip, so I hope they last long. Yeah. But pretend this is 25,000 euros. How many in the room would not want me to give you this? Okay, good. You're all, one person here, thank you. You all will get 26,000. You just want a little bit more. That's why. That's more, 25 right? Is not enough. For he's like 100. I have 100,000. My point being, you can't have it. You cannot have 25,000 extra euros unless you raise French productivity. End of story. So why do people feel that productivity is so suspect? A lot of different things you've heard, some here today, some others. Somehow this is bad for government finances. Completely wrong. Every 1 percentage point increase in productivity, 0.1% increase in US productivity leads to $50 billion of government revenues. Higher productivity is the major solution to US government fiscal crisis. We hear about an environment. There's really only one way to solve climate. That's an area we focus on a lot. That's through innovation. There's only one way to do innovation. That's to pay for it. You can't do that without higher productivity. And of course, the major
sort of concern right now is this sort of robophobia. I just wrote a magazine art cover story called Against Robophobia. Damon was kind enough to bring this book, The Coming of Robots. You can't really see this, but it's all these little robots walking towards us, about to either kill us or put us out of our work misery. The problem with this book is that it was written in 1962. Okay, so this is not a new concept. There was a presidential commission that John F. Kennedy created in 1962. What's automation going to do to jobs, and how are we all going to work in a world without jobs? That never happened, and there's a really simple reason it never happens. GE does not increase productivity with the idea of wasting money. When GE increases productivity, it's going to do it for two reasons. One is it's going to be able to pay their workers more, or sell things for less, or maybe make a little bit more profit at the same time. That money goes back into the labor force, goes back into the economy, and people buy things. This is why a lot of economists talk about this whole concept, this whole debate about what they call the lump of labor fallacy. The lump of labor fallacy is if we have a job at GE and you eliminate it because you put in 3D printing, that worker is out of a job and will never get a job back again. And that's simply wrong historically and in the future, because when we get more money, when I give you that 25,000 euros, how many of you will put it in the backyard underneath a pile of leaves? Anybody? Okay. How many of you will spend a lot of it? I don't know what you guys are doing, but I assume most of you are being shy. You're spending it. I'm spending it. I'm going to buy better wine. I'm going to buy French wine from now on instead of that California swill. Okay, I will be on. Yeah, and I'm going to come next year for 5 weeks vacation in Provence and rent a house because I'll be able to afford it. And that creates jobs. End of story. So I really think that's the way we think about it. Last point I'll just make. I think one of the big problems, Damon really, I think, hit the nail on the head with what he called neoliberalism, what I would call neoclassical economics. It really leads to a faulty recipe here. Neoclassical economics, basically, from Paul Krugman to Greg Mankiw to many, many others, they admit they know nothing about productivity. They admit they don't know how to raise it, they don't know how to do anything about it. And so we default to this position that the market maximizes productivity and the role of government is to redistribute it. Fundamentally big mistake. There are many, many things government could do to drive productivity. Damon talked about some, supporting innovation, supporting investment in infrastructure, supporting private sector investment. These are all things that can drive productivity, and governments, in our view, need to get that right. Thank you. Thank you, Bob. Bien, alors, on a commencé à faire un premier tour et assez complet, me semble-t-il, de cette problématique de la productivité. On va y revenir. Je voudrais revenir avec quelques-uns de nos intervenants sur ce qui a été amorcé. On vient, à l'instant, c'était une des phrases de conclusion de Robert, sur la nécessité et aussi la possibilité qu'ont les puissances publiques ou les puissances de collectivités locales d'investir dans des infrastructures pour justement favoriser cette productivité. Alors tout à l'heure, on a été alléché par ce concept de smart port. Et moi, je voudrais bien qu'on en sache un tout petit peu plus, mais en 2 minutes, hein, pas plus, bien sûr, mais qu'on ait une petite idée de ce que peut être une évolution du concept de productivité dans une industrie comme l'industrie portuaire. Je vous ai alléché avec... Oui, vous m'avez alléché, mais maintenant, il faut satisfaire la salle. Exactement. Alors, non, en fait, le smart port, ce n'est pas un concept fumeux de com', c'est une déclinaison extrêmement concrète des outils à mettre en place pour allier efficacité industrielle et logistique à nos ambitions d'efficacité environnementale et sociétale. Les ports sont traditionnellement des endroits dont on pense qu'ils sont pollueurs, non efficaces, peu amicaux avec l'environnement. Et donc, à Marseille, au port de Marseille, sur ce concept de smart port, nous avons décidé de le décliner en 3 grandes briques complémentaires. La première étant mettre l'économie numérique au service de la fluidité et de la fiabilité du passage portuaire. Donc il s'agit des applications numériques les cargo community systems, la dématérialisation des procédures d'escale navire, la régulation numérique des flux de camions pour éviter les congestions, le tracking des conteneurs par des systèmes GPS, tout ce qui va faciliter la chaîne
de la marchandise proprement dite. Ça, c'est une première brique très importante et qui permet finalement évidemment d'augmenter la productivité, mais dans une vision de chaîne globale et avec une participation de tous les acteurs, qu'ils soient les transporteurs maritimes, les transporteurs ferroviaires, les transitaires, les services de la douane, les services de l'État, etc. L'autre brique importante pour les ports, c'est la déclinaison industrielle et logistique de l'économie circulaire au service d'un écosystème durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, comment peut-on aider les industriels et les logisticiens qui sont présents sur le territoire portuaire à verdir la chaîne de transport sans pour autant perdre leur compétitivité. Parce qu'on pense souvent que devenir plus vertueux en matière d'environnement, ça coûte très cher. Et donc, le gestionnaire d'infrastructure que nous sommes doit mettre en place les moyens pour pouvoir permettre aux industriels de passer dans des concepts un peu plus vertueux, mais sans pour autant perdre de leur compétitivité. Donc il s'agit de tout un tas d'innovations, de tout un tas de nouveaux développements qui sont propres aux zones portuaires. La géothermie marine, la filière de l'avitaillement au GNL, le GNL étant un carburant marin qui est le moins polluant et le moins émetteur de tout type de SOx, NOx, particules qu'on peut imaginer, le branchement des navires à quai, la mise en place de synergies industrielles autour de plateformes dédiées à l'économie circulaire où les flux sortants de certaines industries peuvent devenir les flux entrants d'autres industries. Enfin, pour nous, qui avons été à Marseille un grand port hydrocarbures depuis 50 ans, devenir et rester le leader des énergies renouvelables, éolien offshore flottant, photovoltaïque, filière hydrogène, etc. Mais c'est aussi la promotion du report modal, le transport massifié avec sur le fer, le fluvial, comment décliner les infrastructures de manière à ce que nous puissions mettre en place des autoroutes ferroviaires, les autoroutes maritimes et faire en sorte que ce transport puisse se faire de plus en plus sur mode massifié. Et enfin, le digital au service des mesures d'indicateurs de qualité environnementale en temps réel, qualité de l'air, qualité de l'eau, nuisances sonores, pour que enfin le monde qui nous environne, le monde sociétal qui nous environne puisse se rendre compte que les ports sont des entreprises qui ne sont pas d'affreux pollueurs. Et enfin, la troisième brique de ce smart port que je voulais évoquer avec vous, c'est le fait qu'à Marseille, le saviez-vous, nous sommes au carrefour, un carrefour international des câbles sous-marins de la big data, et que Marseille est en train de devenir un hub de données avec une place tout à fait privilégiée pour les data centers, qui, dans cette économie portuaire, puisque les data centers, les câbles sous-marins, évidemment, comme leur nom l'indique, ils sont dans l'eau, et les data centers ont intérêt à se positionner au bord de l'eau parce qu'ils ont besoin de beaucoup de circuits de refroidissement. Et donc, cette place géographique de hub de données que devient Marseille peut créer tout un tas de déclinaisons sur un cluster de technologies innovantes, de technologies du numérique, qui peut se positionner autour de ce concept géographique. Et donc, pour terminer, pour dire qu'en fait, la géographie est en général assez têtue. Quand vous êtes depuis 2600 ans un port, ben vous le restez. Un hub de passagers, un hub de marchandises, aujourd'hui un hub de données numériques. Et encore une fois, moi je préfère parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt que de parler de productivité, de parler de réactivité intelligente et de mettre cette réactivité intelligente au service de nos clients pour l'efficacité et relancer la machine économique autour de l'économie maritime et de l'industrie portuaire. Merci pour ce panorama du futur port intelligent. Alors évidemment, on se doute bien que c'est une opération à très longue échéance. Et en attendant, il se passe des transitions. On a beaucoup évoqué tout à l'heure la capacité de produire mieux, plus et d'une manière en volumétrie plus importante grâce à l'introduction de technologies. Il semblerait que la technologie ne soit pas suffisamment utilisée dans les entreprises. Comment chez GE comment dirais-je,
quelle approche a General Electric de l'introduction justement de ces nouvelles technologies et de leur apprentissage par les salariés qui sont présents, pour que, à la fois, on gagne en productivité, tout en conservant quand même des possibilités d'offrir du travail aux gens qui sont déjà des salariés historiques de l'entreprise. Alors, brièvement, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est vrai que dans la globalisation, dans les précédentes mutations technologiques, et ça c'est reconnu par l'ensemble des industriels, on n'a pas forcément tous fait un bon travail d'accompagner les transitions technologiques. Alors c'est encore plus important aujourd'hui parce que ces transitions technologiques vont très très vite. Le digital, l'impression 3D, c'est très rapide. Et en fait, il y a deux choses qu'on constate. C'est que d'une part, on va vers une hybridation des métiers. C'est-à-dire qu'on est face à des métiers qui vont requérir plusieurs compétences. On parlait du digital tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans la technologie dans une entreprise, il faut que vous soyez à la fois un mécanicien, un électricien, mais aussi que vous ayez des connaissances en software. Donc il y a une vraie hybridation des métiers. D'ailleurs, du reste, le système éducatif n'est pas toujours préparé à ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on évolue aussi vers des métiers de plus en plus qualifiés. Et donc qui demandent à ce qu'on accompagne les salariés. Et là encore, les entreprises, elles sont au cœur de ça, parce qu'elles vivent les cycles tout de suite. Les cycles, vous les prenez souvent en pleine figure quand ils sont rapides, alors que dans les systèmes éducatifs, c'est plus long, on est sur des temps longs. Nous, on est sur des temps souvent qui sont courts, pas qu'on le veuille, mais c'est comme ça l'environnement économique. Donc, il y a trois volets, il y a trois choses qu'il faut faire. D'abord, on ne peut pas travailler qu'avec les salariés les plus qualifiés. De toute façon, souvent, dans nos secteurs d'activité, on ne trouve pas forcément les ressources adéquates par rapport à nos nouveaux métiers. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on transforme. Alors, je donnais l'exemple de Saint-Nazaire tout à l'heure sur le métier des renouvelables, mais on a investi aussi en termes de recrutement pour arriver à faire des partenariats aussi avec des écoles, avec le système éducatif, pour apprendre à coder. Donc on a lancé un grand programme où on apprend à coder à nos salariés. Voilà. Alors, à différents niveaux, tout dépend d'où vous vous trouvez dans l'entreprise. Mais il y a tout un programme de ce qu'on appelle e-learning, où on apprend à coder à nos salariés. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est aussi, je pense, il y a une grosse réflexion à mener au niveau des pouvoirs publics, entre industriels, pouvoirs publics, partenaires sociaux, sur comment on va arriver à transformer, à adapter ces métiers par rapport aux besoins de l'entreprise. Et là encore, il y a souvent un décalage et sur lequel les industriels ont un rôle à jouer. On a parlé aussi beaucoup de l'apprentissage, comment revaloriser l'apprentissage en France. C'est un gros sujet là, on pourrait passer des heures. Oui, c'est un sujet qui a été évoqué dans plusieurs sessions jusqu'à maintenant. Mais remettre les salariés au cœur du système productif, c'est un vrai sujet parce qu'on ne pourra plus faire comme avant. De toute façon, vous voyez bien qu'à l'ère des événements et de tout ce qui se passe en termes politiques, etc., c'est plus possible. Donc, on a la possibilité d'espérer, en tout cas, avec les grands industriels, qu'on va remettre les salariés au cœur du process industriel, mais ça exige quand même des spécialisations qui ne sont pas les vôtres. Votre métier, ce n'est pas d'être formateur. Votre métier, c'est plutôt de fabriquer dans les meilleures conditions possibles, avec la meilleure des technologies ou le meilleur des produits au meilleur prix. Et c'est la même chose, je présume, pour le transport des passagers. Former des chauffeurs, c'est probablement relativement facile, mais former toute la nouvelle génération qui va s'occuper des véhicules autonomes, est-ce que chez Transdev, on peut s'atteler à un chantier de cette envergure ? Eh bien, moi, je considère que, d'abord, dans une entreprise comme Transdev, c'est une entreprise d'abord d'hommes et de femmes qui aident des hommes et des femmes à se déplacer tous les jours, parce que Transdev, c'est 83 000 personnes, c'est 35 000 personnes en France, qui tous les jours conduisent des bus, conduisent des trams, conduisent des métros, vous emmènent. Donc, pour moi, ce sont des gens qu'on forme au quotidien. On a commencé à les former d'ailleurs à ne pas avoir simplement un métier de chauffeur, mais un métier d'accueil, parce que ce sont aussi nos ambassadeurs sur le terrain. Aujourd'hui, c'est ceux qui, avec un sourire, accompagnent le matin, vous accompagnent quand vous montez dans le bus. Et on est en train de commencer avec eux à réfléchir très ouvertement à l'évolution de leur métier et à ce qu'ils seront demain. La plupart des chauffeurs vont passer, ou la plupart des employés de Transdev vont passer parfois 20 ans, 30 ans chez nous. Et cette obligation de les accompagner, c'est une obligation quotidienne. C'est une obligation, effectivement, d'intégrer la formation. Et je considère que c'est de l'obligation des entreprises. Alors, on ne le fait pas seul, on le fait en partenariat avec des universités, on le fait en partenariat avec des écoles. Mais cette obligation d'accompagner, surtout dans un monde qui va de plus en plus vite.
Autrefois, les accélérations, ça se faisait sur une génération. Vous aviez à peu près le même travail pendant toute votre carrière. Aujourd'hui, autour de votre carrière, vous aurez probablement plusieurs métiers différents, plusieurs postes différents, et il faut accompagner les gens en continu. Et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui fait partie pour moi de la responsabilité de l'entreprise, et de la responsabilité des cadres et de la responsabilité du patron. De trouver les bonnes solutions, pas forcément de le faire seul, mais de les trouver. Merci, pardon, j'étais en train de réfléchir à ce que vous étiez en train de nous proposer. proposer. Dans ce domaine-là, il y a aussi qui va me former demain? Mais il y a quelque chose qui est très important. Dans l'entreprise, il y a un dialogue à établir au sujet de la gestion prévisionnelle de l'emploi. Ouais. C'est-à-dire de commencer à se dire, dès maintenant, dans 5 ans, compte tenu des évolutions, où est-ce qu'on va être, quel type de catégorie j'ai besoin, comment je peux vous former et comment on va tous ensemble accompagner effectivement ce changement. C'est indispensable. Je pense que la productivité, ça ne peut pas se décaler de l'humain. La productivité, ça ne peut pas se faire au prix des personnes et des employés dans les groupes. Surtout qu'aujourd'hui, ça va trop vite. On va tous se trouver décalés, on ne peut pas créer du stress et il faut anticiper. Et il faut anticiper en même temps. Ce dialogue, d'ailleurs, on les a avec les organisations syndicales. On les a avec les pilotes, pardonnez-moi, les chauffeurs sur le terrain, mais on les a avec les organisations syndicales de manière récurrente et c'est pour moi indispensable. Merci. On parlait de dialogue. La parole est à vous maintenant, à notre audience. Vous avez la possibilité de poser des questions. Nous avons une première question ici. Manifestez-vous, comme ça notre jeune hôtesse va pouvoir vous identifier très rapidement. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Merci. Hi. This question is mostly for our American guests. I am a student in economics, and the first thing we're taught is a solo growth model, in which we're told that there are 3 product factors, K for capital, L for labor, and A for innovation. And when we start playing with this model, the first thing we do is equalize it to 1, and so we take out the innovation factor from this model. So my question is, and you broached the subject, why do we take this factor out? Why does neoliberalism take this factor out of production? So there was a famous U.S. economist, Moses Abramowitz, back in the 1950s, and in the original solo growth model, if you go down this path, Robert Solow at MIT had this model of where does GDP growth come from, where does productivity growth come from. And he had these variables, some of it around capital intensity, sort of scale economies, education, and then there's the factor that isn't in the model at the end. And and that was like 70% of the model. So the beta coefficients only explain like 30% of the model. And he called that the measure of our ignorance. In other words, we're ignorant. There's been some progress since then, but generally economists treat innovation as essentially exogenous. So there are people like Paul Romer who've tried to put it as endogenous growth theory, but endogenous growth theory is there's a small group of economists like Phil Aguillon, who's a French economist who's at this conference. There aren't very many of them, and so they tend to be in the minority. Economists fundamentally don't really know very much about enterprises. They don't know very much about work organization. They don't know very much about technology. What economists know about are markets. That's what economists study, markets, price-mediated markets. That's a very small part of the economy when you really think about it. So I hope there are economists out there who study this and who write about this and do it really, really well. I would encourage you to read them. So let me give a slightly different answer than my friend Rob gave you. I'm not sure it's different. Like we don't disagree, but I want to take a different angle. And I thank you for the question because I left out in my presentation a key issue here, which you heard again from our colleagues who are engaged in these processes directly, but you might not have known that you were hearing it. So in the model you describe, right, innovation, what they really mean by innovation is the deployment of innovation in business activity. The fact that the key innovations, key innovations in the development of information processing were made in the 19th century by Charles Babbage, but were not deployed anywhere.
right? It's not the abstract innovation that matters. It's the investment, right, made by firms and governments in deploying the innovation in business. Right? So that's in your model, that's what that I means. Now the question you ask is, what is it about neoliberalism that prevents the effective deployment of innovation through investment, both in firms and in the larger economy through public investment? I talked in my opening remarks about the problem essentially of the fetishization of markets preventing public investment. That is a big part of the story, right? And you heard about, by the way, you heard about that in the ports context. There is a similar problem in terms of worker education, right? Both our fellow panelists from GE and from Transdev talk about how their firms can't do it. They need to rely on public resources, right, to educate their employees. There are two problems with that in the neoliberal context. The first problem is that a neoliberal will tell you that markets will provide the training, magically. You just heard from these terrible communists here at GE and Transdev that that's not how business works. So that's problem one. But the problem I omitted from my remarks is actually much more important. And that problem is that both in terms of macro policy, meaning austerity, and in terms of micro policy, meaning that meaning structural reform of labor markets to weaken worker bargaining power, neoliberalism fundamentally attacks aggregate demand. And when you attack aggregate demand, you leave these folks with no customers. And with no customers, there's no reason to make investment. And it's very hard not to look at the decline in business investment in advanced economies, and particularly the most neoliberal advanced economies in the United States, the United Kingdom, and not see the impact of the fundamental structural weakening of aggregate demand over time on that I. Yeah, bien sûr, allez-y. Just going to do it in English to be sure that it's not mistranslated. We are actually able to train the people. We have no problem in training them. We are trying to set 5 years in advance what is going to be the need of the type of business, and we are trying to train people. And that's something that we do. Of course, we rely on other professionals like universities to help us do it. But we are paying for it. We're doing it together. But it doesn't mean we can't do it, but we believe that it's part of our business is to define the program, and we are working with partners, that's all. And working with partners is the way we do it. We don't build buses, but we run buses, and we have partners. I didn't mean to imply that you weren't doing it. Merely that you probably can't pay for the universities on your own. We do. Well, for the training, we do. Well, I wonder. I wonder if you pulled all the public funding out of those universities, where would they be able to meet your needs? I have a suspicion they would not. Aha. Donc le débat va continuer tout à l'heure probablement entre nos deux intervenants sur la valeur ajoutée et la part effective de l'investissement dans l'éducation des uns et des autres. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, monsieur? Oui, bonjour, je suis Didier Moulium, co-éditeur de African Pharmacy Journal. Donc, je posais la question aux intervenants sur la dimension internationale de leur savoir-faire et, par exemple, à l'Afrique qui peut bénéficier d'autant de savoir-faire. Donc, les besoins de formation et besoins de logistique, puisqu'on a Transdev, on a le port de Marseille qui fait des formations déjà internationales avec les pays d'Afrique francophone, et General Electric qui fait des produits, mais en Afrique, souvent, on a un problème de maintenance. Donc, ça pose encore le problème de formation. Donc, les journées économiques sont bien pour rencontrer justement ces leaders. Comment ils réfléchissent souvent pour vraiment transporter ces innovations et ces savoir-faire et faire des formations que ça bénéficie vraiment à l'international? Oui, si vous permettez, j'élargis la question de notre ami. Est-ce que, justement, la productivité des pays émergents qu'on vient d'évoquer, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou dans certains pays asiatiques, est un facteur aujourd'hui qui peut être décisif, soit dans le rééquilibrage des grands courants économiques, soit un facteur de déstabilisation? Damon, yeah?
Well, thank you for that question. We have unavoidably having a developed country conversation here, and it's very important to remind us that, in fact, this is only a small part of the world. I want to answer your question with 3 points. The first is that, in general, the challenge of increasing productivity in emerging markets is critical to stabilizing the world economy. It is not just a question of lifting people out of poverty. China's move to higher productivity activities is absolutely critical if we're going to sort of right the balance of flows of funds in the world economy, and also if there's going to be long-term social stability in China. So I just mentioned China for a moment. Let me turn to Africa. There needs to be, it is so important that, for example, in relation to energy productivity, that African countries move very rapidly to a very high level of energy productivity if there is going to be a serious effort to stop climate change worldwide. And so this is, for example, why the global labor movement very strongly supports technology transfer to Africa and other developing countries in this area. It is worth pointing out, though, that the kinds of obstacles that Africa faces in relation to productivity, and some of them were made here in Europe. We've talked a bit about transportation and transportation infrastructure. Look at a rail map of Africa. Right? In Europe and in North America and even in Latin America and in Asia, rail lines run from major population centers to major population centers. In Africa, they run from mines to coasts. Right, so you can't take a train from one major city to another in Africa because when the colonial powers built the rail lines, they were not interested in serving the societies they were built in. And so that is an example. Let's put it this way. I can't answer in detail all the things that need to be done to address your question, but I can certainly explain why it is that developed countries have an obligation to do so. Thank you. Bob, you have something to say about that? Yeah, so economists have this concept of being at the frontier. It's very hard for the U.S. and France to raise productivity because many, many enterprises have already adopted all of the technologies and work practices available. And it's just a question of keeping up with them and trying to accelerate the rate of innovation and then adoption of that. A country like Africa, excuse me, a region like Africa and the countries in Africa, there's no reason why African countries couldn't be experiencing 5, 6, 7% rates of percent productivity growth per year. Absolutely no reason, because you're so far from the frontier, as is China, as is India, that there's just an enormous array of sort of low-hanging fruit. And let me suggest one, and that's agricultural productivity. If you look at the reason why China has grown so rapidly, everybody looks to industrialization. Actually, that's the chicken before the horse before the cart here. The real reason was China raised its agricultural productivity. That's why China grew. It then had a surplus of agricultural labor that could go in and feed multinational and global factories. If you look at Africa, there's a study we did recently with another think tank in the UK, supported by a foundation in the UK, where we found that if Europe were to accept GMO-based crops from small African farmers, and they don't right now, including France. That's the reason why Africa does not use GMO crops, even though Latin America does, because the Latin American market is North America, that the average income for a small farmer, a poor, small, independent farmer in Africa would grow by $500 a year. So that's just super low-hanging fruit. That could change in less than a year, and that would be a very, very important way for Africa to start to grow its productivity. Thank you. Vous vouliez dire un petit mot. Je voulais rajouter quelque chose parce que sur le sujet de notre ami. Sur le sujet que vous avez évoqué, puisque derrière votre question, c'est aussi comment on participe à la productivité, au développement quand on fait des transactions en Afrique. Et nous, on fait beaucoup évidemment de transactions internationales. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans des relations, on dirait, transactionnelles, mais on est vraiment dans une participation à l'économie locale. Je vais donner un exemple très concret de ce qu'on fait. On fait des contrats, ce qu'on appelle company to country, c'est-à-dire d'entreprise à pays. Et par exemple, au Nigeria, alors bien évidemment, nous, dans les secteurs de l'énergie, on est dans les secteurs d'infrastructure, quand on travaille beaucoup avec des pays comme le Nigeria, eh bien, on signe des contrats où, évidemment, on va faire des installations d'infrastructures, mais à l'intérieur, c'est aussi participer au système éducatif, mettre en place des centres de réparation où on va former des techniciens sur le terrain,
où on va aussi aider à pouvoir entretenir ces installations, et puis rénover des écoles, etc., etc. Donc il n'y a plus de transactions pures dans ce type de relations internationales. Et il y a un devoir, et aussi les compagnies internationales aujourd'hui se développent en établissant ce type de transactions qui sont beaucoup plus compréhensives et qui participent au développement, notamment des pays africains. Alors c'est jamais assez, mais c'est essentiel. Donc c'est une très bonne question. Oui, je vous en prie, allez-y. D'abord, le métier que nous faisons est un métier local, hein, puisque de fait, quand nous allons dans un pays, nous arrivons avec maximum une ou deux personnes, et les centaines, voire les milliers de personnes qu'on va employer dans le pays, on va les former, donc on les accompagne. Donc c'est que le savoir-faire, il devient très rapidement local. Et je voudrais citer deux exemples très très concrets. C'est qu'on est en train, alors c'est dans le nord de l'Afrique, à Rabat, on est en train effectivement d'installer un master dans le domaine des mobilités, justement pour pouvoir transférer ce savoir-faire au Maroc. On a le tram de Rabat, mais ça va être beaucoup plus large qu'uniquement la technologie du tram. On va parler des technologies de transport, et on s'apprête exactement à faire la même chose à Lomé. Donc on est effectivement dans une logique de créer, qui est une première étape d'ailleurs, c'est une façon de commencer à créer des liens avec les pays, de commencer à former effectivement des exploitants de transport public qui demain peuvent effectivement nous confier ou pas nous confier d'ailleurs la responsabilité de les accompagner dans l'amélioration de leur transport public. Car pour moi, la productivité, c'est notre métier quotidien de faire effectivement plus avec moins. Merci. Oui, je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Portuaire. Donc évidemment, et monsieur l'a dit, le port de Marseille dispense des formations, des métiers, des techniques portuaires, des métiers de capitaine, de capitainerie, des métiers d'exploitation portuaire, des métiers aussi de conception, de gestion d'un domaine portuaire. Et ça, nous le faisons évidemment avec les pays africains, nous le faisons avec nos partenaires aussi d'Afrique du Nord, et plus globalement avec l'ensemble des ports qui sollicitent le port de Marseille pour des interventions. Nous le faisons à la fois dans le cadre d'un institut de formation qui existe au port de Marseille, et puis avec des déplacements de formateurs qui vont sur place. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le domaine portuaire, quand vous parlez d'échanges de bonnes pratiques, d'échanges entre les ports, il n'y a pas du tout cette vision de pays développés et de pays en voie de développement, puisque nous échangeons aussi sur des bonnes pratiques avec le port de Shanghai, qui est quand même... avec lequel nous ne jouons pas tout à fait dans la même division en matière portuaire, mais nous avons des choses à échanger parce que le port de Shanghai est intéressé de comprendre comment nous avons développé et nous travaillons sur l'activité croisière, ou bien notamment dans cette nouvelle filière qui est celle de l'avitaillement au GNL pour le carburant marin. Alors là, tous les ports en sont au stade 0 ou 0,25, et donc il y a forcément une communauté portuaire d'échanges technologiques, d'échanges de pratiques qui se met en place, et donc on est sur un nivellement là qui est beaucoup plus par filière, et avec une coopération internationale, encore une fois, qui ne se décline pas entre je suis développé, je t'apporte de l'aide, pas du tout, plutôt quelque chose où on a vraiment ce partage de bonnes pratiques. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette session. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour l'intérêt que vous y avez porté. On va remercier évidemment tous les intervenants, et en particulier les intervenants qui ont fait de très longs trajets pour venir nous rejoindre jusqu'ici, Daman et Robert. Et puis, quand même, je souhaiterais, comme c'est une session tout à fait particulière, que Maxime Augusto, qui a beaucoup contribué à son organisation, ait un petit mot de synthèse pour nous. Maxime, voilà, comment est-ce qu'un jeune étudiant synthétise les travaux de tous nos experts? Allez, en une minute. Alors, ce serait bien prétentieux, mais j'ai entendu de très belles choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même une dichotomie entre les pays qui sont arrivés à maturité économique, ou on va dire les pays développés, où la productivité, ça serait plus faire mieux, faire plus dynamique, faire plus réactif, faire plus intelligent, plus propre, etc. Et comme monsieur l'a souligné, en Afrique notamment, où la productivité dans des pays de rareté et parfois de manque, où ça serait déjà répondre à des besoins. Je me faisais une petite réflexion. On est resté dans des milieux de l'industrie, du transport, etc. Et ça a occulté aussi des champs importants de l'économie, où, pour moi, il me semble, on est arrivé on peut pas dépasser, on peut plus trouver de productivité. Par exemple, dans le loisir, où
ou dans l'agriculture. Et par exemple, dans l'agriculture, on en est revenu. On a fait des excès en productivité, hein, avec monsieur parlait des OGM. Des OGM. Et on revient au bio, donc on fait un recul en productivité pour de la qualité. Et dans les loisirs aussi, enfin, on ne peut pas plus s'amuser que s'amuser. Enfin, donc il y a des domaines à l'avenir où la productivité est arrivée à son maximum, et ça pose la question alors de la décroissance, parce que qu'est-ce qui va soutenir la croissance si ce n'est des gains de productivité? Merci, enfin, Maxime. C'est pour ouvrir, hein, c'est une idée comme ça. Merci Maxime, merci d'ouvrir des pistes.